OpenBee est un éditeur de logiciels de gestion documentaire. Mais derrière chaque solution numérique, il y a des équipes, des décideurs, des utilisateurs, bref, des humains. Et si la technologie est essentielle, la réussite d'une transformation digitale repose tout autant sur l'organisation, la motivation, la gestion du stress ou encore la résistance au changement. C'est pourquoi nous lançons cette mini-série en 4 épisodes pour remettre l'humain au centre de la transformation digitale. Pour cela, nous avons réuni 2 voix complémentaires. Sylvaine, coach en performance humaine et organisationnelle, elle connaît parfaitement les rouages de l'entreprise et ceux du cerveau. Ancienne directrice financière et DRH formée aux neurosciences et à la préparation mentale, elle aide les dirigeants et leurs équipes à mener leur transition sans s'épuiser grâce aux leviers motivationnels et relationnels. Et François, responsable formation et membre élu du CSE chez OpenBee. Au cœur de l'équipe expérience client, il accompagne les collaborateurs dans la montée en compétences et le développement professionnel au quotidien. En tant que représentant du personnel, il est aussi une oreille attentive aux enjeux du bien-être au travail. Dans cette série, il apportera un regard concret, pragmatique et posera les questions que beaucoup d'entre nous se posent en entreprise. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvaine. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre série consacrée au bien-être au travail et à l'humain dans l'entreprise. Un dernier sujet aujourd'hui, aussi sensible que passionnant, la résistance au changement. Alors on a parlé de beaucoup de choses avec tous ces podcasts, on a parlé de stress, on a parlé de management, on a parlé d'organisation du travail. Et on a défini que dans certains cas, il fallait soi-même, avant tout, se remettre en question, se forger une possibilité de devoir changer pour nous, pour les autres, pour l'entreprise. On voit que c'est difficile de changer une habitude, c'est très difficile. Pour certaines personnes, c'est même inconsciemment des choses qu'ils ne veulent pas faire alors qu'ils savent qu'il faudrait le faire. Et ce qu'on vit en entreprise aujourd'hui, c'est souvent aussi ce qu'on vit en tant qu'être humain. Donc ce sujet de changement, c'est un très bon exemple. J'ai une première question pour toi, Sylvaine. Pourquoi le changement fait-il aussi peur ? Alors, on va rester dans le cadre de l'entreprise parce que c'est un sujet qu'on pourrait élargir à tout. Mais pourquoi il fait aussi peur alors même que parfois on sait qu'il apporte des bénéfices ? Alors déjà, bonjour. Alors pour répondre à cette question, effectivement, le changement fait peur, mais il fait pas peur au même niveau déjà pour tout le monde. C'est important de le préciser. Le changement n'a pas le même effet sur tout le monde. Pour certains, ça va être un moteur. Moi, c'est un moteur. Le changement, si j'ai pas de changement, si tout est uniforme, je vais m'ennuyer. En revanche, pour d'autres, effectivement, c'est un vrai frein d'urgence. Alors tu disais, on a des habitudes, c'est difficile de les changer. Je vais juste rappeler qu'une habitude, quand on prend une habitude, on commence de zéro. En fait, l'habitude, elle se construit. Donc finalement, toutes les habitudes qu'on a aujourd'hui, à un moment donné, on l'avait pas. Donc c'est important de se souvenir de ça. Quand on a peur de changer une habitude, se dire, mais en fait, là, l'habitude que j'ai aujourd'hui, elle vient de quelque part. Elle a été construite par quelque chose, par une croyance, par une histoire, par un apprentissage. Donc, si j'ai besoin d'en changer, je vais être capable, de la même façon que j'ai été capable de construire la première habitude. Donc ça, c'est déjà un point qu'on peut soulever. Pourquoi ça fait peur ? En fait, c'est une histoire de cerveau. Une histoire de cerveau, on l'a vu, une histoire d'expérience aussi, de vie et de croyance. Donc le cerveau, il préfère le connu. Le cerveau, il est là pour assurer notre sécurité, notre survie. Donc quand on lui dit ça va changer, il y a l'inconnu, bim, il y a une espèce d'alerte qui se met en place, je suis en danger. Donc il va préférer finalement rester dans quelque chose de peut-être inconfortable mais connu que de se projeter vers quelque chose de plus confortable mais on ne sait pas comment on va y arriver. Ça c'est vraiment un truc assez incroyable dans ce cerveau, quoi. Je vais de l'inconfortable vers le confort, mais comme je sais pas trop comment je vais y arriver, je mets des résistances. Ensuite, il y a un biais aussi qu'on a au niveau de nos cerveaux qui s'appelle le biais de statu quo. Ça, c'est les neurosciences qui ont mis ça en évidence. Et en fait, on a une tendance naturelle à préférer que les choses restent comme elles sont, même si la situation est insatisfaisante. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on parle de sortir de zone de confort. C'est pas du tout sortir de sa zone de confort qu'il faut faire, c'est sortir de sa zone d'habitude pour aller vers davantage de confort. Encore faut-il que le cerveau perçoive que le changement va lui apporter du confort. Sinon, il va pas y aller.
Ensuite, il y a cette fameuse peur de l'inconnu. Donc là, c'est l'amygdale. Donc là, pareil, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Donc il va y avoir une émotion qui va se mettre en place face à cette forme d'incertitude ou de menace. Donc le changement, c'est l'imprévisibilité. Donc là, pim, il y a une alerte qui se met en place, danger. Donc c'est important de pouvoir se dire derrière, de reprendre le pouvoir finalement sur cette émotion en disant mais ça va bien passer parce qu'en plus là, on va m'amener quelque chose, ça va être vachement plus confortable. Il y a ce stress aussi qui va être lié au changement et qui va vraiment impacter aussi le cerveau. Donc, on en avait parlé au niveau du stress, ça peut complètement bloquer aussi une personne. C'est-à-dire qu'elle va s'immobiliser. Oh, je suis en stress, comment on s'y prend? Et blocage. Donc, il se passe rien. Et il y a un élément important aussi que j'observe beaucoup dans les entreprises, c'est cette peur de perdre le contrôle. On est dans une société, on aime bien contrôler. Or, on s'aperçoit qu'on contrôle rien. La vie est mouvement, la vie est un flux. Ça a toujours été comme ça. Alors, il y a des périodes où on arrive à mieux contrôler. Et en fait, si on regarde un peu la nature, elle est flux, il y a les saisons, et en fait, tout est en mouvement en permanence. Et nous, humains, en fait, on s'est développé un peu comme ça. Finalement, on s'est conditionné à vouloir des choses très lisses, très uniformes et prévisibles. Là, on aime beaucoup prévoir. Et finalement, on ne sait plus faire face à cette incertitude et à ce mouvement-là. Donc voilà les processus un peu qui font que, même si ce changement, il peut laisser présager des choses plus confortables, eh ben on en a peur et on crée des résistances. Alors, le problème, c'est que dans une entreprise, que ce soit au niveau des employés, des équipes, ou que ce soit au niveau de la direction, des donneurs d'ordre stratégiques, ce rapport au changement, il arrive quand je suis seul avec moi-même, je peux me créer des artifices pour moi-même, mon cerveau travaille. Mais quand ça vient de l'extérieur et qu'on m'oblige au changement, et dans une entreprise, c'est ça, une direction qui va forcer un changement aux salariés, organisationnels, stratégiques, des employés qui vont forcer un changement à la direction. On parlait de bien-être au travail, évidemment, on est là-dedans pour des conditions de travail, etc. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, vient de l'extérieur, ce rapport au changement. Mais du coup, est-ce qu'on est capable de définir si, et je reste à l'entreprise, hein, le cerveau est trop large pour qu'on en parle aujourd'hui, est-ce que l'on est capable d'identifier si ces peurs du changement, elles sont plutôt affiliées, j'oserais dire, et même si j'aime pas séparer les deux, au groupe salarié ou au groupe dirigeant? Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on est tous égaux face aux résistances au changement, en fait. Très bien, on ramène tout le monde ensemble. Parce qu'on est des humains. Encore une fois, alors on n'est pas tous égaux dans le sens où, comme je le disais en préambule, c'est qu'en fait, on a des cerveaux qui fonctionnent différemment. Et en fait, la perception du changement va être différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont percevoir le changement comme chouette, un challenge. Et il y a des gens qui vont percevoir le changement comme attention, danger. Et ça, c'est vraiment construit des fois par une expérience étant enfant. Et c'est des choses qu'on maîtrise pas. Donc, on peut retrouver les mêmes résistances au niveau de la direction. Par exemple, des équipes, moi j'ai déjà vu des entreprises où il y avait des équipes qui sollicitaient vraiment des améliorations sur l'organisation du réunion, sur l'organisation des temps de travail, sur l'organisation de la relation client, avec des résistances de la direction parce que nous on a toujours fait comme ça a toujours fonctionné comme ça et j'ai pas envie de changer. Et à contrario, une direction qui a mûri un projet très stratégique pendant des mois et qui d'un coup livre ça aux salariés en disant bon ben à partir de demain c'est comme ça, avec des salariés, je crois que même celui qui aime le changement, quand on l'annonce comme ça de but en blanc, ça va être un peu compliqué et qui vont avoir des résistances. Donc on est tous égaux par rapport à ça, ça vient d'un peu partout et le problème c'est quand on a peur du changement, on transmet cette peur. On a un système au niveau du cerveau qui s'appelle les neurones miroirs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait que finalement, quand on ressent quelque chose, on le transmet aux autres. Et un manager, par exemple, à qui on ferait porter un projet de changement pour son équipe et qui lui-même croirait pas en ce changement ou qui l'a pas intégré, bah ça va être difficile de transporter son équipe avec lui dans ce changement-là, quoi, parce qu'il saura pas en expliquer le sens, il saura pas en être moteur lui-même. Et le changement, je pense que pour vraiment
que ce soit plus acceptable pour tout le monde, c'est effectivement de moins le subir. Et pour moins le subir, c'est d'aider chacun à percevoir ce qui va être positif, favorable pour lui ou pour elle dans ce changement-là, que ce soit au niveau de la direction ou des salariés. Alors, justement, ce manager dont tu parlais, mais ce salarié, ce directeur, peu importe, est-ce qu'il y a des étapes clés? Est-ce qu'il y a des vrais processus généralisés qu'on peut mettre en place pour accompagner dans l'entreprise à ce changement qui au final, on dit changement depuis tout à l'heure, mais si on se positionne à titre d'entreprise, le but c'est de parler d'évolution avant tout au final. Donc c'est peut-être déjà ça la première clé, c'est de faire comprendre que le terme changement, non, c'est un terme d'évolution. Tout à fait. C'est vrai que le mot évolution peut être parfois mieux perçu, parce que souvent le mot changement, on a l'impression plus d'une révolution. Et alors il y a des entreprises qui font des vraies révolutions, là c'est compliqué, mais globalement dans la majorité des cas, en tout cas dans les entreprises, il s'agit plus d'une évolution, d'une adaptation aussi à un nouveau marché. Aujourd'hui il y a beaucoup de digitalisation, donc c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter à toutes ces évolutions-là et apporter ces changements dans l'entreprise. La digitalisation dans les entreprises, on peut difficilement y échapper. Aujourd'hui, on parle de facture électronique. Quand on parle à un comptable qui a 50 ans, c'est compliqué. Alors justement, on est en plein dedans. La réforme de la facture électronique, on parlait tout à l'heure de ce changement qui est une obligation qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, tout le monde va être impacté de ça. On l'a dit aussi sur l'aspect qui est impacté dans l'entreprise, le management, le terrain, etc. Là, ça sera tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces entreprises qui bloquent définitivement pour certains? Tu parlais de l'inconnu, tu parlais de l'instabilité, de je préfère ce qui est là, mais là, pour le coup, on n'aura pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour les accompagner à ce changement-là? Alors le processus, alors je sais pas s'il y a un processus universel, moi j'en ai identifié un, je pense qu'il peut marcher, en tout cas qui va accompagner, qui va sécuriser le changement. On parle toujours de sécurité, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, mais en tout cas pour obtenir l'adhésion, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc c'est déjà d'avoir un vrai objectif. Et cet objectif, souvent on le centre autour de l'entreprise, mais ce qui est intéressant, et là où j'encourage vraiment les entreprises, c'est d'aller aussi aider les gens à trouver un objectif personnel. La facturation électronique, on peut voir ça effectivement comme une contrainte. Tant que c'est une contrainte, ça va engendrer des résistances. Pour obtenir l'adhésion, c'est de dire, tiens, en quoi cette facture électronique, finalement, elle va pouvoir t'aider dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça va pouvoir améliorer? Et une fois qu'on arrive à voir un intérêt finalement personnel, on va pouvoir voir un intérêt pour l'équipe et pour l'entreprise. Donc, c'est important de revoir quand on met en place un projet de changement, quels sont les objectifs et en quoi ces objectifs viennent nourrir des intérêts à la fois d'entreprise, des intérêts de l'équipe et des intérêts individuels. Faire les choses pour les autres, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça va peut-être faire mal ce que je vais dire, mais on est tous très égoïstes. Tout ce qu'on fait, on le fait d'abord pour nous. Même quand on est sympa avec les autres, c'est parce qu'on aime être sympa. On le fait pour nous avant de le faire pour les autres. Donc là, de dire, j'ai un objectif d'entreprise, j'ai un objectif pour les équipes, comment cette organisation va améliorer le quotidien des équipes et comment cette nouvelle organisation va améliorer ton quotidien à toi, individu. Ça, c'est la première étape. Donc là, la personne va rentrer dans le projet. Ensuite, si on le peut, dans des structures plus petites, c'est vraiment d'associer les équipes à cette réflexion. Encore une fois, pour pas subir. Alors, c'est pas toujours possible en fonction de la taille des équipes, mais je pense que de donner la parole, c'est quand même important. Les gens, ils ont besoin. Alors, il y en a qui s'expriment pas du tout, puis qui adorent suivre. Il y a toujours des leaders et des suiveurs. Ceux qui adorent suivre, on les laisse là où ils sont et c'est génial. Et les autres, c'est leur donner la parole. Après, il y a un pouvoir de direction. Il y a à un moment donné un changement. Enfin voilà, il dépend du pouvoir de direction. Donc, on n'est pas obligé d'écouter tout ce que disent les salariés, mais bon, c'est quand même bien de les entendre. Ensuite, on va vérifier s'il y a les ressources par rapport à ça, parce que mettre en place un système auprès d'une équipe qui est déjà débordée, puis on leur dit ça va faire encore plus de charges, forcément, ça implique des résistances. Donc, c'est par rapport à une nouvelle demande, quelles sont les ressources qu'on va mettre en place en face. Donc là aussi, ça va limiter, ça va rassurer, ça va apporter de la sécurité.
Et ensuite, s'il y a des résistances qui restent, c'est les accueillir, c'est pas les rejeter en bloc, parce que plus on rejette, plus ça alimente ces résistances, parce qu'on va dire, mais je suis pas écouté, on m'entend pas, on ne me respecte pas. Et il y a rien de pire que ça, en fait. Donc après, ça fait des gens qui, pareil, vont se mettre en arrêt de travail en disant, mais moi, on m'écoute pas, j'en peux plus, je suis à bout, je suis en dépression. Et donc, je pense que ces 4 étapes-là, elles sont importantes. Et après, il y en a une aussi qu'on oublie, c'est décomposer par étapes. Parce que des fois, on a un projet. Quand on voit le truc, c'est à 2-3 ans. Je pense des fois, enfin, la mise en place là, la facture électronique, c'est sûr que on peut la mettre en place là maintenant, on peut commencer, ou on peut s'y mettre la veille du jour où ça démarre. Ça fera pas la même résistance. Là, si on s'y met aujourd'hui et en fait on décompose en étapes en disant ben voilà, on va commencer par travailler sur notre fichier fournisseur, fichier client, enfin je dis n'importe quoi, mais y aller par étapes, ça va rassurer encore une fois. Et puis bah, c'est célébrer les victoires, on va le redire, parce qu'il y a des petites étapes et c'est vraiment que les gens prennent conscience, étape par étape, de ce que ça leur apporte. Si ça leur apporte rien, ils vont continuer à nourrir ces résistances. Donc ça va demander finalement des ajustements continus, parce que finalement on peut avoir mis en place un projet au départ. On peut travailler aussi par exemple sur des projets de mise en place de gestion documentaire. J'ai participé à ça et ça a été très compliqué. Mais on a dû réajuster finalement le plan de départ pour en se disant bah tiens là ça fonctionne pas et remettre en place un plan en fonction des résultats qu'on a pu obtenir. Donc ces étapes-là, elles sont on va dire assez universelles dans le sens où elles apportent la sécurité nécessaire pour mieux accepter et obtenir l'adhésion au changement. Alors justement, on parlait de cet exemple de la réforme de la facturation électronique. Les freins que ça comporte, parce que c'est un changement, hein, ce que l'on dit, c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on vit aussi. Les outils à mettre en place, tu parlais de la gestion documentaire, ça se fait par étapes aussi, ces choses-là. La réforme, pour beaucoup d'entreprises, c'est dans 2 ans, peut-être 3 ans pour certains, selon les tailles des entreprises. Mais ce que tu dis, c'est de prendre le temps. Ça, on l'a dit déjà. On l'avait dit sur l'aspect organisation, on l'avait dit sur le stress. C'est prendre le temps pour pouvoir identifier les freins, les besoins, les inconnus aussi. C'est d'impliquer les utilisateurs, parce que forcément, si tu mets en place un outil et que les personnes ne sont ni formées ni éduquées, je sais de quoi je parle sur cette logique d'aller éduquer et de former les personnes pour les impliquer. Et puis, ça c'est très important, il faut le retenir, leur donner du sens. C'est ça, en fait, leur donner du sens. Si on leur donne pas du sens, on les impliquera jamais, les salariés, sur ces changements-là. Ah tout à fait. Enfin le sens, il faut que ce soit bon pour soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on le voit comme une contrainte, ça va être compliqué, mais je pense que dans chaque contrainte, on peut voir une opportunité. Aujourd'hui, cette règle de la facture, enfin cette exigence de la facturation électronique, ça peut être une opportunité d'organiser différemment son système de facturation, de le structurer, d'apporter davantage de confort. Donc en fait, on peut voir finalement l'inconfort à mettre en place, mais vraiment le confort de l'objectif. Donc on a toujours le choix de se dire, ben est-ce que le chemin est confortable et l'objectif aussi, ou est-ce que l'objectif il m'apporte du confort, le chemin va être un peu dur, donc je vais prendre la face nord. Mais purée, le paysage, il va être beau en haut. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place, mais c'est important que ça ait du sens. Et ça, c'est ce qui manque souvent, parce que, comme dit, on met en place des choses, et j'y ai participé aussi quand j'étais salarié. En CODIR, on réfléchit à des processus, à des organisations. D'un coup, ça s'impose aux gens sans qu'ils aient participé à ça, mais ce qu'oublie le CODIR, c'est que eux, ça fait 6 mois qu'ils mûrissent le truc, que ça se construit, ce changement, en fait, il se construit à l'intérieur d'eux. Et que d'un coup, on envoie ça à un salarié qui savait que c'était peut-être dans les tuyaux, mais qui sait plus où il est. Donc, il y a besoin Et qui n'a pas eu ce temps de maturité, voilà, qui a besoin de maturation, pardon. d'intégrer de comprendre les bénéfices que ça va lui apporter pour lui, pour l'entreprise, pour tout le monde. Et c'est ce qui va vraiment permettre de lever les blocages, quoi. Donc, oui, donner du sens. C'est ce que l'on va retenir. C'est ce que l'on va retenir sur ces différentes sur ces différents podcasts que nous avons faits. Merci Sylvaine. On retient que l'humain, il est au cœur du projet, y compris dans le digital. On a donné cet exemple de digitalisation des entreprises.
il y a des outils, il y a de la technique, mais il doit y avoir un apport, il doit y avoir un accompagnement et surtout, il doit y avoir une communication. Et je le répète, c'était notre mot sur ces quatre, le- la clarté. Oui. La clarté. La clarté, puis on est des êtres humains, donc traitons-nous tous ensemble comme des humains avant tout, et l'humain est très puissant quand on le considère comme tel, donc j'encourage à ça. Et quand il en est dans la bienveillance. Exactement. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Nous reviendrons peut-être très bientôt avec d'autres sujets puisque nous n'avons pas encore utilisé toutes nos ressources pour déployer beaucoup de sujets. Je vous dis à très bientôt et merci encore Sylvaine pour ces superbes échanges. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer.